de l'équipe Sciences et Données. Il est également chercheur en épidémiologie. Et tu es aussi, si ma mémoire est bonne, responsable de CanopyMed. Cofondateur. Cofondateur de CanopyMed, Merci. dont j'imagine que tu vas nous parler en partie. Tout à fait. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Et merci aux organisateurs. Effectivement, moi je suis PH au CHU de Montpellier et cofondateur de CanopyMed. Et c'est mon lien d'intérêt que je déclare aujourd'hui. Il est de façon explicite dans toutes les diapos. Et je vais présenter aujourd'hui un cas d'usage de réutilisation de données de santé de type innovation, c'est-à-dire comment à partir d'un algorithme, d'un outil plutôt recherche, on est allé jusqu'à un dispositif médical numérique. Le champ d'application sur le plan clinique, c'est l'insuffisance cardiaque chronique, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est ce chemin, c'est-à-dire quelle est la distance entre un algorithme et puis un DM numérique, et quelles ont été les différentes étapes, les péripéties, et qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans cette direction. Une des motivations de ce projet, initialement, c'était un constat qui est partagé, qui est épidémiologique, c'est le poids des maladies chroniques, et en particulier de l'insuffisance cardiaque chronique. Juste un chiffre, je vais parler, je pense, 15 minutes. Et donc, pendant ces 15 minutes, il va y avoir à peu près 5 patients en France hospitalisés pour une décompensation d'insuffisance cardiaque. C'est la première cause d'hospitalisation itérative. Okay, donc, c'est un sujet pour les patients eux-mêmes. C'est un sujet, vous le savez tous, pour les hôpitaux et les cliniques, parce qu'on a des séjours longs qui sont non programmés, donc c'est complexe à prendre en charge. Et c'est aussi un sujet pour les médecins qui ne sont pas tous cardiologues, qui prennent en charge ces patients, en termes de complexité de la décision devant des patients qui sont tous chroniques, polypathologiques, etc. La deuxième motivation, c'est un besoin en fait exprimé par des cardiologues. Les cardiologues nous ont dit très rapidement, nous, en fait, on se pose 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut connaître le risque qu'un patient qu'on a devant nous a de revenir, d'être réhospitalisé dans les 3 mois, notamment. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on est capable d'adapter, de recommander des modalités de prise en charge, des modalités de parcours de soins en fonction de ce risque individuel du patient. Donc le premier point, c'est la prédiction, et le deuxième point, c'est la personnalisation, et donc c'est le lien avec, évidemment, la thématique du congrès. Et donc, si on traduit ça en langage commun, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut aider des cardiologues à adapter la prise en charge de ces patients qui sont devant eux dans un lit hospitalisé pour une décompensation. Et puis la troisième motivation, c'était un historique de recherche à Montpellier et en France sur, j'ai mis quelques exemples, mais en gros sur la connaissance fine des parcours de soins de ces patients, sur la capacité aussi à pouvoir expliquer la survenue de certains événements et sur en fait, la nature des données qui idéalement sont nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Donc on avait ces 3 motivations pour lancer le projet. Ensuite, la première étape, le point de départ, je dirais, c'est vraiment un algorithme, c'est-à-dire faire quelque chose qui est à l'état de l'art, avec une stratégie particulière, c'est qu'on a fait une première étape d'entraînement de l'algorithme dans le SNDS, évidemment sur une partie des données, qui étaient des données de parcours de soins et toutes les données qu'on peut qualifier de cliniques qu'on trouve dans le SNDS. Et ensuite, une deuxième étape d'entraînement, cette fois-ci locale, sur l'entrepôt du CHU de Montpellier, ce qui a permis d'ajouter des univers de données, dont la pharmacie, la biologie, pour améliorer les capacités de prédiction. Et puis différentes méthodes de classification, de régression. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas l'intérêt de rentrer dans le détail, c'est plutôt de comprendre. Et là, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce stade, on a, ce que j'ai mis à droite, on a en fait un morceau de code. Il faut bien comprendre qu'un algorithme, c'est un morceau de code. On n'a rien de plus que ça, mais on a un outil qui a été co-construit et qui est à l'état de l'art. Donc toute la question, dans les minutes qui viennent, c'est comment on passe d'un morceau de code, en fait, à un dispositif médical numérique. Quand on a, à partir de là, rediscuté avec les utilisateurs, avec un groupe de travail de la SFC, la Société française de cardiologie, leur vision, grosso modo, c'était ça. C'est-à-dire, eux, dans un monde idéal, ils voulaient, premièrement, ne pas avoir à ressaisir des données, c'est-à-dire qu'il fallait que cet outil repose sur des données déjà présentes dans le dossier du patient, dans le système d'information, on va dire.
Et puis ensuite, il voulait qu'il y ait un système de scoring, mais aussi de recommandation, avec en perspective deux types de patients. Les patients à haut risque, pour lesquels probablement il fallait un parcours renforcé, donc il fallait, entre guillemets, investir un maximum en termes de coordination des soins, en termes de gestion de la sortie, et même en termes de prise en charge après la sortie du patient et le retour à domicile. Et puis de l'autre côté, des patients au contraire à bas risque, avec une très bonne qualité dans cette prédiction de bas risque, pour pouvoir là, en revanche, plutôt dire on peut alléger, entre guillemets, le parcours de soins sur ces patients. Et puis, il y avait toujours à l'issue de cette discussion avec les cardiologues, 3 types d'impacts qui étaient attendus. Évidemment, pour les patients sévères, dans un monde idéal, contribuer à réduire le risque de réhospitalisation, c'est-à-dire qu'on apporte une brique dans un édifice qui existe déjà, il y a déjà beaucoup d'actions qui existent. Du point de vue des médecins eux-mêmes, il y a le sujet quand même du gain de temps, c'est-à-dire le sujet c'est comment prendre une décision en synthétisant 2, 3, 5 ans d'historique du dossier médical. Et puis enfin, pour les établissements eux-mêmes, il y a un sujet qui est là beaucoup plus économique, c'est que si on arrive aussi à réduire la durée de séjour, notamment des patients à bas risque, on arrive à quelque chose qui intéresse fortement les hôpitaux. Et puis j'ai mis juste une copie d'écran pour illustrer un dernier point qui était mis en avant par les cardiologues, c'était la transparence. C'est-à-dire que les cardiologues nous ont dit dès le départ, on veut comprendre pourquoi tel patient est à haut risque et pourquoi tel patient est à bas risque. C'est pour ça que dans la visualisation, dans l'interface utilisateur, il y a une partie qui permet d'expliciter ces informations. Donc une fois qu'on a cet algorithme, et une fois qu'on a une idée assez claire de ce qu'attend l'utilisateur, eh bien, il faut se lancer dans la direction d'un DM numérique, donc d'un marquage CE médical, avec à droite, vous voyez, des étapes, en tout cas des passages obligés. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que ce serait très long, mais quelque chose qui est relativement bien bordé. Et puis à gauche, et à peu près en parallèle, le sujet de créer cette start-up CanopyMed, qui est une spin-off du CHU, avec un partage de pays, évidemment, on imagine, entre le CHU et CanopyMed, vu l'implication des équipes hospitalières. Alors, on va voir 2 étapes. La première, c'est comment est-ce qu'on passe d'un algorithme à un logiciel. Alors, je ne suis pas développeur moi-même, et je vais probablement dire des bêtises, mais je pense que c'est important que vous compreniez que le morceau de code qu'on a, après, on va dire, 18 mois de travail plutôt recherche, finalement, dans l'algorithme, c'est juste une des petites briques tout en bas, dans le logiciel, c'est une des toutes petites briques du logiciel en bas, et autour de ça, il faut construire une vraie approche de développement logiciel, avec une gestion des utilisateurs, avec une gestion des données, évidemment une interface que j'ai présentée rapidement, une capacité à pouvoir tracer les traitements de données faits par l'algorithme. Donc finalement, des contraintes qui sont essentiellement des contraintes en termes de développement, en termes de gestion des risques et aussi d'ergonomie. Et donc voilà, on a déjà ce passage entre juste un algorithme et puis un logiciel. Et retenez bien le logiciel parce qu'on va revoir tout à l'heure, retrouver cette brique et on va voir qu'on n'a pas terminé le chemin une fois qu'on a construit un logiciel. Alors, une fois qu'on a avancé dans le développement, on peut poursuivre, je dirais, la stratégie de validation, et notamment la validation externe. Répondre à la question, comment cet outil se comporte sur des données qu'il n'a jamais vues, et notamment dans un autre établissement. Et en particulier un établissement qui n'est pas un CHU. Donc on a fait plusieurs étapes de validation, notamment à l'hôpital Nord Franche-Comté, avec un résultat intéressant qui est que sur la métrique principale pour les cardiologues, la valeur prédictive négative, c'est-à-dire ce patient est à bas risque, quelle est la certitude, quelle est la qualité de cette prédiction, on a quasiment la même qualité de prédiction, vous voyez, dans ce CH que dans le CHU de Montpellier, ce qui est important parce que ça veut dire qu'on va avoir une bonne stabilité. Et on s'y attendait puisqu'on a une première couche d'entraînement qui était faite sur le SNDS, des données nationales, je vous rappelle. On a aussi fait une validation par comparaison entre l'expertise de cardiologue et puis la prédiction du logiciel, et on voit qu'on a des performances qui sont similaires, un peu meilleures même du logiciel par rapport à l'expertise des cardiologues. Donc ça, c'est un travail qui est en cours de publication, et c'est un travail qui a été demandé par les cardiologues pour avoir une information transparente sur le comportement du logiciel. Donc souvenez-vous, notre algorithme, c'était une petite brique ici dans le logiciel. Et bien ensuite, quand on anticipe le déploiement,
qui pour nous techniquement est un déploiement local sur le système d'information hospitalier, c'est pas du cloud, et bien en fait, à nouveau, on a tout un écosystème à penser autour du logiciel. Il faut gérer la connexion des médecins utilisateurs, il faut évidemment gérer la connexion pour l'administration du logiciel, il faut gérer les données, l'interface avec le système d'information hospitalier, etc., etc. Et là, pour cette étape, on est plutôt confronté à des enjeux, disons, de cybersécurité et puis d'interopérabilité. Okay, encore une fois, ce n'est pas le sujet de rentrer dans le détail, c'est juste que vous mesuriez à chaque fois la distance qu'on doit parcourir. Évidemment, des enjeux aussi de RGPD. Tout au long de ce chemin que je vous ai résumé ici très rapidement, évidemment, c'est important, et c'est d'ailleurs indispensable, d'avoir des relations, des interactions avec différents types d'établissements. Cette liste-là, enfin cette image n'est pas exhaustive, mais c'est aussi pour bien montrer qu'on ne peut pas développer en autarcie ce type d'outils, c'est-à-dire que c'est extrêmement important, outre les relations historiques avec le CHU de Montpellier, de pouvoir sortir à un moment du CHU de Montpellier pour pouvoir traiter différents sujets qu'on a traités avec un ou plusieurs de ces établissements, des tests de validation, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des tests utilisateurs sur l'ergonomie, sur l'interface, des questions de cybersécurité qu'on est en train de traiter avec le CHU de Toulouse spécifiquement, des questions d'éthique. Là, je ne parle pas de l'AI Act, mais en filigrane, il y a comment est-ce qu'on anticipe au mieux la mise en œuvre, la mise en application de l'AI Act avec les informations qu'on a actuellement. Et donc ça, c'est des sujets qu'on a aussi traités en parallèle. L'interopérabilité, l'intégration dans un et dans plusieurs systèmes d'information hospitaliers qui sont en général très hétérogènes. Et puis, et là, c'est une perspective des enjeux d'évaluation clinique prospective, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment l'utilisation d'un outil comme celui-ci peut changer sur des outcomes cliniques et sur des outcomes médico-économiques. Voilà donc pour je dirais les interactions avec les établissements. La dernière étape qui est l'obtention du marquage CE, elle est aujourd'hui en cours. On va déposer tous les éléments en novembre. Et simplement quelques messages clés, là encore, c'est très bien cadré, c'est très relativement complexe, mais si on l'anticipe, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelques questions de base. Quelle est la classe de risque du logiciel médical que vous êtes en train de développer, parce que ça a beaucoup d'implications. Quel organisme notifié va vous accompagner pour donner la certification, et puis quelles ressources vous voulez allouer, et vous allez allouer en temps et aussi en investissement. Et puis ensuite, il y a un système classique de mise en place d'un système de management de la qualité à l'échelle de l'entreprise. Ensuite, ce qui va concerner le DM en lui-même, une documentation technique, que j'ai résumé à droite, donc une documentation technique, c'est quelques dizaines de documents et quelques centaines de pages, donc c'est un travail qu'on ne peut pas faire au dernier moment. Et puis comme je l'ai dit, comment est-ce que dans ce panorama qui est mouvant constamment, comment est-ce qu'on anticipe au mieux l'arrivée de l'AI Act et notamment les sujets de l'éthique et les sujets du contrôle, enfin de la traçabilité d'une intervention humaine tout au cours du développement et de l'utilisation de cet outil. Donc voilà pour ce résumé, je dirais, accéléré du chemin, encore une fois, sur un cas d'usage maladie chronique, mais je pense qu'on peut tout à fait appliquer ça à n'importe quel autre type de situation clinique, pour vous dire que voilà, si vous avez cette envie, il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que c'est quand même un chemin, vous avez compris, qui est long, qui est compliqué, qui est raide, mais donc il faut être prêt à mettre en place ces différentes briques et avoir les bonnes collaborations pour pouvoir dérouler le chemin. Je vous remercie et je suis disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup.